Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la notion d'identité professionnelle. Repères sociologiques. Gilles Ferréol, professeur de sociologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, directeur du laboratoire C3S, Culture, Sport, Santé, Société, et A4660. Ce texte se propose d'apporter quelques points de repère, tant conceptuels que socio-historiques, sur les identités professionnelles, ces éléments de cadrage pouvant être mobilisés afin de mieux appréhender, via d'autres communications, un certain nombre de questionnements ayant trait à la militarité ou à l'intelligence territoriale, à la participation citoyenne, ou aux politiques de sécurité, avec en toile de fond le rapport aux valeurs, abnégation, fraternité d'armes, sens du devoir et de l'obéissance notamment. Qu'entend-on par profession ? Le terme est ambigu et désigne au début du XXe siècle le groupe des professions libérales, occupations à caractère intellectuel, socialement valorisées selon le modèle du médecin ou de l'avocat et dont la rémunération exclut l'idée de profit. D'autres acceptions se sont par la suite développées, mettant en exergue aussi bien l'exercice d'un emploi spécialisé, reconnu et organisé, que le niveau d'activité, le type de travail effectué ou l'ensemble des intérêts d'une collectivité donnée au sein de laquelle chacun exerce un même métier. À l'apport des classiques. Les champs d'investigation sont également très divers. C'est ainsi que les analyses de Karl Marx se focalisent sur les rapports sociaux de production, et que celles de Max Weber, consacrées à la bureaucratie, font référence à un processus de modernisation et à des critères de compétence et de rationalité, le statut obtenu est en fonction de la nature des tâches accomplies. Émile Durkheim, de son côté, voit dans les corps intermédiaires, comme par exemple les associations ou les corporations, une autorité légitime susceptible de canaliser les appétits, d'apaiser les conflits et de lutter efficacement contre les risques d'anomie grâce à une discipline et à une solidarité de tous les instants. De la même façon, la Gemeinschaft peut être illustrée à la suite de Ferdinand Tönnies par le compagnonnage, communauté fondée sur le partage d'identité et de représentations spécifiques. La perspective anglo-saxonne. Dans les années 1930 aux États-Unis, avec Alexander Carr Saunders et Paul Wilson, c'est cette fois l'optique fonctionnaliste qui est à l'honneur. Est alors défendu un idéal de service, orienté vers l'accomplissement et l'universalisme, et basé sur la qualification, la déontologie et l'expertise. Cette approche sera reprise puis systématisée par de nombreux auteurs, au premier rang desquels Talcott Parsons. Celui-ci, prenant appui sur le paradigme de la relation thérapeutique, insistera sur l'articulation entre normes sociales et valeurs culturelles. 3 éléments apparaissent, à cet égard, essentiels. La détermination précise des règles de fonctionnement, une formation de niveau supérieur au sein d'écoles dûment reconnues, l'acceptation et la mise en pratique d'un code éthique impliquant un droit de regard et une possibilité de contrôle par les pairs. Davantage préoccupé par l'examen des conduites quotidiennes, le courant interactionniste fera porter un peu plus tard la réflexion sur les notions de carrière et de socialisation, de licence et de mandat, d'initiation et de conversion. Everett Hughes en particulier, dans un recueil d'articles publié en 1958 sous le titre Men and Their Work, mais aussi Fred Davis ou Elliot Friedson, souligneront à juste titre l'importance des stéréotypes et des discriminations, des filières et des trajectoires, depuis l'innocence initiale et la conscience d'incongruité jusqu'au déclic, psyching out et à l'engagement commitment. L'adoption d'un point de vue historique, la prise en compte des marchés internes et des phénomènes de dualisme ou de segmentation, le recours à d'autres subdivisions de la sociologie telles l'éducation, le travail ou les organisations sont ici à encourager de même que les comparaisons internationales, de sorte que puissent être enrichies les observations précédentes. 2. Enquête d'identité. Le terme d'identité est polysémique, il désigne et exhibe, valorise ou discrimine. Variance, recomposition et réversibilité lui sont associées. Ces fonctions d'énonciation et d'assignation donnent naissance à une complexité d'assemblage et de polarisation. Utilisé dans la langue courante, le mot, dérivé du latin idem, fait également partie du vocabulaire de la psychologie,
de la psychanalyse, de la philosophie et à un degré moindre, de la sociologie. Les significations que l'on en donne sont les plus diverses et parfois contradictoires. Les recensions les plus classiques, celles de Rudolf Gockel ou Ludwig Schütz, font ainsi état de rivalité ou d'approximation. Au-delà de ces affrontements, l'accent peut être mis sur un dénominateur commun. La dialectique du même et de l'autre, ou de l'individuel et du collectif, est sur une double articulation, permanence-changement, intériorité-extériorité. À de multiples déterminations. Si certains, à la suite d'Erik Erikson ou de George Mead, y voient un sentiment subjectif et tonique d'une unité personnelle, saménesse, et d'une continuité temporelle, révélant des besoins de considération, de participation ou d'évaluation. D'autres, se situant dans la tradition freudienne, préfèrent évoquer les relations conflictuelles entre le ça, le moi et le surmoi, l'approche génétique défendue par Jean Piaget s'intéressant pour sa part au processus de socialisation dans ses dimensions cognitives, affectives et expressives. Dès lors, par l'intermédiaire du langage, l'individu assimile et s'approprie tout un système de règles et de codification lui permettant de communiquer avec ses semblables, de se conformer à un statut, de marquer son appartenance à des groupes ou d'en rejeter d'autres. Les déterminations s'effectuent par rapport à autrui, dépendance, agressivité, au nous, adhésion ou à l'agir, création, sans oublier l'influence du paraître, dédoublement et du devenir, projet. S'interrogeant dès la fin des années 1950 sur les phénomènes de délinquance, les tenants de l'interactionnisme symbolique vont encore plus loin et tels Howard Baker ou Erving Goffman, parle de transgression des normes, d'engagement dans des conduites ou des carrières déviantes, de stigmatisation et d'étiquetage. Le concept d'habitus éclaire également, dans un autre registre, le problème de la construction identitaire et nous aide à mieux saisir les trajectoires sociales non seulement dans leur structure mais aussi dans leurs transformations successives, à partir d'une complémentarité d'assemblage et de polarisation. Nous avons donc affaire à un champ de relations humaines où le sujet s'efforce d'opérer sous forme de transaction, une synthèse entre les forces internes et externes de son action, entre ce qu'il est pour lui et ce qu'il représente pour les autres. Les comportements au travail, pour ne citer que cet exemple, peuvent être utilement interprétés à partir d'une telle grille. Cela suppose que l'on associe plus étroitement processus biographiques et communicationnels, espace de légitimation et procédure d'attribution ou de conversion. Ce sentiment d'appartenance va de pair avec des perceptions ou des catégorisations reposant sur des principes de différenciation et de comparaison se rapportant au genre, à la classe d'âge, à la situation familiale, au capital culturel, au milieu professionnel ou aux convictions personnelles. Un sujet peut par exemple se définir comme homme, dans un débat ayant trait au taux de féminisation dans les carrières universitaires, comme linguiste, dans une équipe de recherche faisant appel à de multiples compétences, comme belge, DQ'. Il se rend en France et comme européen, lorsqu'il traverse l'Atlantique, Blanchet et Francard 2003 page 156. Cette affirmation de soi est indissociable d'un processus dialogique et reste soumise à une reconnaissance tant par les membres du groupe concerné que par l'extérieur. L'image évoquée par Charles Coulet du miroir, Looking Glass Self, est sous cet angle très révélatrice. Cela implique une négociation non seulement avec ceux qui partagent les mêmes systèmes de valeurs, mais aussi avec l'ensemble de la collectivité dans laquelle nous sommes insérés. Il en résulte des obligations réciproques, les bénéfices escomptés par ces affiliations nécessitant en contrepartie la conformité à certaines règles. La dimension temporelle est ici fondamentale et bien des appartenances obligées de naguère sont aujourd'hui perçues comme des identités meurtrières. Mahalouf, 1998. Les ressources disponibles, qu'elles prennent la forme de mythes fondateurs ou qu'elles fassent appel à des rites ou à des symboles, sont toujours le produit d'un passé plus ou moins tourmenté et fluctuent selon les contextes, prenant en compte affinité et opposition, proximité et distance au sein de stratégies d'évitement ou de contournement, de repli ou de rejet, d'accommodation ou d'intégration. Carmel Camilleri fera mention de pondération différentielle, d'alternance des codes, de bricolage ou de syncrétisme selon des variantes offensives, distinctives, volontaristes ou polémiques. Bon nombre d'enjeux identitaires,
faisait déjà remarquer l'anthropologue Frédéric Barth en 1969 dans une contribution pionnière, se situent aux frontières des groupes ethniques, les choix et les pratiques linguistiques constituant par ailleurs des marqueurs d'appartenance, qu'il s'agisse d'entités restreintes, argot ou supranationales, francophonie. De nos jours, les difficultés socio-économiques et l'essoufflement des modes de régulation traditionnels ne sont pas sans inquiéter et ont tendance à brouiller les repères, à susciter des recompositions ou des crispations de nature tribale ou communautarienne, la place sans cesse plus grande accordée à la réflexivité dans les sociétés contemporaines imposant de nouveaux arbitrages. B. Des typologies très instructives. Comme processus conjoint d'identification et de différenciation, l'accès à l'identité se joue sur le double registre des sentiments affectifs et du pouvoir social. L'identité se traduit à la fois par le sentiment d'appartenance à un ou des collectifs dans lesquels l'individu est socialement reconnu, la possibilité de se distinguer en construisant des différences, la capacité de conférer un sens durable à l'expérience vécue. À partir de nombreuses recherches en entreprise, Saint-Saulieu distingue 4 types d'identité. L'identité fusionnelle est caractéristique de situations fortement contraintes, contrôlées et rationalisées, privant l'individu de toute initiative, de tout pouvoir sur l'exécution de ses tâches et de toute prise sur son avenir. C'est par le double moyen de la solidarité conformiste à l'égard de ses collègues et de l'allégeance à l'autorité hiérarchique directe que cet individu brise son isolement et, à défaut d'identité individuelle, tente de construire une identité collective qui lui redonne une marge de manœuvre dans le jeu social. Cette identité est propre aux ouvriers spécialisés. L'identité de retrait apparaît dans le même type de situation chez des travailleurs peu qualifiés. Insatisfaits ou démotivés, ceux-ci refusent de s'impliquer dans les relations interpersonnelles ou dans les groupes formels ou informels. Le monde de l'atelier est pour eux celui de l'obligation et de l'impersonnalité. Prescription des tâches, répétitivité des gestes, obligation de se soumettre à la hiérarchie. Leur conception du travail est instrumentale, car leurs principaux investissements sont ailleurs. Parmi les ouvriers spécialisés, les femmes, les jeunes ou les immigrés ont ainsi choisi une stratégie de désengagement. L'identité de négociation se rapporte à un environnement faisant appel à la qualification, aux compétences techniques, à la responsabilité. Ces fonctions sont suffisamment valorisantes pour permettre aux individus la reconnaissance sociale, la négociation avec les pairs et avec la hiérarchie, l'affirmation d'une identité individuelle. C'est dans la sphère professionnelle que ces individus placent l'essentiel de leurs investissements, en participant activement à plusieurs groupes dans lesquels ils affirment leur propre capacité à maîtriser des situations complexes et à les faire évoluer. Cette identité se rencontrerait principalement chez les ouvriers les plus chevronnés et les cadres de production. L'identité affinitaire, enfin, se manifeste lorsque sont offertes des possibilités de promotion rapide sous forme de mobilité statutaire. Le monde vécu du travail est celui des relations privilégiées avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques choisis non pas en fonction de leur appartenance au collectif de travail de l'individu, mais en raison de leur position particulière dans des réseaux informels de l'entreprise. Le groupe d'appartenance n'a pas ici la même importance que précédemment. Il s'agit plutôt, par le renforcement de relations affinitaires, de permettre une identification à des groupes de référence de statut social supérieur. Toujours selon Saint-Saulieu, cette identité serait celle de jeunes diplômés, techniciens, cadres, mais aussi employés et ouvriers. 3 dimensions sont privilégiées pour caractériser cette approche. La situation de travail, les relations de groupe et les rapports à la hiérarchie, la perception de l'avenir probable. Les identités sont en corrélation assez étroite avec des catégorisations familières, sexe, âge, nationalité, niveau de qualification. Des contributions plus récentes, approfondissant ce travail pionnier, développent la notion plus large d'identité professionnelle, Dubar, 1991. À partir d'investigations approfondies et d'entretiens biographiques auprès d'échantillons aléatoires de salariés, sont étudiés le monde vécu du travail, nature et perception du poste occupé, les relations qui s'y nouent, place dans le collectif, sentiment d'appartenance à l'atelier, au service ou à l'entreprise. La trajectoire professionnelle et la perception de l'avenir,
description des différentes étapes, mobilité, promotion, etc., mais aussi vision de la professionnalité et espoir de changement. 4 types d'identités sont mis en évidence. Une identité d'exclusion, que nombre de caractéristiques apparentes à l'identité de retrait. Cependant, elle n'est pas propre au groupe particulier d'ouvriers spécialisés, et le désinvestissement professionnel tient plus au sentiment de rejet aux marges de l'entreprise qu'à la possibilité d'autres investissements. Une identité bloquée qu'on rencontre chez des salariés ayant une qualification traditionnelle, acquise grâce à un diplôme de type CAP, mais surtout grâce à l'expérience professionnelle et à la formation sur le tas. Leur possibilité de négociation se trouve fortement amoindrie lorsque les critères de recrutement et de promotion se transforment. Une identité de négociation individualisée. Dans ce cas, les salariés possédant des diplômes techniques de niveau plus élevé accueillent favorablement toutes les opportunités, suivre une formation continue par exemple. Mobilisés pour leur direction, ils valorisent la responsabilité technique et les dimensions relationnelles de leurs fonctions, mais ont tendance à privilégier le face-à-face avec leurs employeurs pour négocier leur profil de carrière. Une identité affinitaire qui rassemble des salariés diplômés, peu satisfaits de leurs conditions actuelles et marquant leur distance par rapport à leur collectif. Se mettent alors en place des stratégies individualistes, basées sur des réseaux informels. Prêts à acquérir de nouveaux diplômes, les individus concernés sont en quête de promotion dans leur entreprise ou ailleurs. La typologie qui vient d'être proposée indique un écart croissant entre les catégories sociales, codification et système de règles juridiquement reconnus, et la construction et la transformation des identités professionnelles. Dans le contexte actuel d'évolution de l'organisation et des qualifications, la notion d'identité permet de comprendre la façon dont les individus se nomment, caractérisent leurs appartenances, se situent par rapport à la hiérarchie des statuts, l'échelle des classifications ou la grille des rémunérations. Cette notion, à l'intersection de la psychologie et de la sociologie, donne un sens au débat classique entre les conceptions individualistes et holistes. Sans l'enfermer dans des oppositions stériles, elle permet la mise en relation des niveaux individuels et collectifs. Dès lors, le je s'exprime en tant qu'individualité engagée dans ce processus coopératif, caractéristique de toute communauté. De telles attitudes sont tirées du groupe, mais l'individu qui les organise peut leur donner une expression qu'elle n'avait peut-être jamais eue auparavant. Med. 1963, page 168. Référence. Ancel Jean-Loup, 1990, Logique métissée. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot. Bart Frédéric, 1995, Les groupes ethniques et leurs frontières, Trad.fr, Inputinia Philippe et STREIFFFENART Jocelyne, Théorie de l'ethnicité, Paris PUF, pp 203 à 249, première édition en anglais de ce chapitre, 1969. Baker Award, 1985, Outsider. Étude de sociologie de la déviance, Trad.fr, Paris Métellier, première édition en anglais, 1963. Blanchet Philippe et Francard Michel, 2003. Identité culturelle, Inféréol Gilles et JUCQUOIS Guy, sous la dire de Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, Paris Armand Collin, pp 155 à 161. Bourdieu-Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris Minuit. Camilleri Carmel et al., 1990, Stratégie identitaire, Paris PUF. Demazière Didier et Gadea Charles, sous la dire de 2009, Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, Paris, La Découverte. Dubar Claude, 1991, La socialisation, Construction des identités sociales et professionnelles, Paris Armand Collin. Dubar Claude 2000, La crise des identités. L'interprétation d'une mutation, Paris PUF. Dubar Claude et Tripier Pierre, 1998, Sociologie des professions, Paris Armand Collin. Erickson Eric, 1972, Adolescence et crise. La quête de l'identité, Trad.fr, Paris Flammarion, première édition en anglais 1968. Ferréol Gilles, sous la dire de 2016, Médiation et régulation, Louvain-la-Neuve, EME. Ferréol Gilles, sous la dire de 2017, Environnement et identité, Louvain-la-Neuve, EME. Ferréol Gilles,
Lafort Bruno et Pagès Alexandre sous la DIR de 2014, l'intervention sociale. Nouveaux métiers, nouvelles compétences, Louvain-la-Neuve EME. Ferréol Gilles et Tuaillon DEME accent aigu SY Audrey, sous la DIR de 2016, l'engagement et ses différentes figures, Louvain-la-Neuve EME. FREIDSON d'Eliott, 1984, la profession médicale, Trad FR, Paris, Payot, première édition en anglais 1970. Goffman Irving, 1973, la mise en scène de la vie quotidienne, de vol, Trad FR, Paris, minuit, première édition en anglais 1956 et 1973. Hugh Everett, 1958, Men and Their Work, Glencore Free Press. Kaufmann Jean-Claude 2004, l'invention de soi. Une théorie de l'identité, Paris, Hachette. Lévi-Strauss Claude sous la DIR de 1977, l'identité Paris Grasset. Mahalouf Amine, 1998, les identités meurtrières Paris Grasset. Med Georges, 1963, l'esprit, la loi et la société Trad FR, Paris PUF 1963, première édition en anglais 1934. Reynaud Jean-Daniel, 1989, les règles du jeu. L'action collective et la régulation sociale, Paris Armand Collin. Ricoeur Paul, 1990, Soi-même comme un autre, Paris Seuil. Saint-Saulieu Renaud, 1985, l'identité au travail. Les effets culturels de l'organisation, Paris, presse de la FNSP, première édition 1977. SEGRESTIN Denis, 1985, le phénomène corporatiste. Essai sur l'avenir des systèmes professionnels fermés en France, Paris, Fayard. Strauss-Anselme, 1997, Mirrors and Masks. The Search for Identity, Glencore Free Press, première édition 1959. Tape-Pierre sous la DIR 2. Identité collective et changements sociaux, Toulouse Privat. THUDEROZ Christian et Bourque-Reynald 2002. Sociologie de la négociation, Paris La Découverte. Vinsonneau Geneviève 2002. L'identité culturelle, Paris Armand Collin. Métier de la sécurité et identité professionnelle. L'identité du soldat de l'armée de terre. Colonel T. Raphaël Bernard, chef de la division plan opération de l'état-major de la 1re division, sous-chef opération de l'opération Barkhane, 3-10-2017. Alors que l'exercice du commandement dans l'armée de terre a fait l'objet ces dernières années de nombreuses réflexions et productions, l'identité du soldat de l'armée de terre n'a guère fait l'objet d'études dédiées. C'est donc en faisant appel à son vécu, à ses lectures et à ses réflexions que l'auteur entend dresser à son niveau ce que me semble être aujourd'hui l'identité du terrien. Tout d'abord, il convient de souligner que l'engagement au combat est la finalité et la réalité de l'armée de terre. Le soldat peut recevoir la mort ou avoir à la donner directement sur ordre, ou par initiative pour l'accomplissement de sa mission. De cette réalité rendue patente aujourd'hui par presque 30 années d'OPEX, procède la spécificité de l'armée de terre faite notamment de valeurs reconnues, vécues et entretenues qui fondent l'identité des 105 000 femmes et hommes de l'armée de terre. La préservation de ces valeurs est essentielle à l'heure où la question d'un retour au service national se pose et que ce retour pourrait avoir un impact important et restructurant sur l'outil de défense de la nation. Définition de cette identité, et conditions de sa pérennité sont donc les deux éclairages retenus pour cette présentation. 1. Une identité militaire définie par 5 valeurs vécues et entretenues. Première valeur conjointe, l'abnégation et la solidarité. Elles s'avèrent indispensables pour porter la mort ou, le cas échéant, aller jusqu'au sacrifice pour remplir la mission. Elles trouvent leur fondement dans une mission hors norme, la mise en œuvre du monopole de la violence légitime, sur ordre du président de la République, chef des armées, élu au suffrage universel. Deuxième valeur, une éthique de l'action. Elle se fonde sur la maîtrise de la force, le respect de la dignité humaine et elle est incarnée dans un projet collectif au service de la nation. Ce projet donne du sens à l'existence et s'inscrit dans le projet humaniste et l'ambition universaliste que porte la France. Cette éthique fait, au sein de l'armée de terre, l'objet d'un enseignement collectif variablement dense et philosophique selon la catégorie de personnel concerné.
Elle est la garantie d'un emploi de la force au strict niveau de suffisance. Troisième valeur, le devoir d'obéissance. Il est encadré par des lois, Code de la défense, article L 4122-1, des coutumes de la guerre et des conventions internationales. Consubstantiel à l'état de militaire, le devoir d'obéissance est une qualité qui fait partie de notre actif incorporel, de notre marque de fabrique, de notre ADN. Quatrième valeur, la disponibilité. Elle permet une défense de la nation sans discontinuité, en tout temps et en tout lieu, comme le commande le Code de la défense dans son article L 4121-5. Cette valeur a 3 conséquences majeures. Le temps de travail. Pas de limitation au quota horaire. La mobilité d'office, qui garantit la sûreté de l'État, nul ne s'approprie l'outil, permet des parcours professionnels complets et variés et favorise chez le personnel le développement de capacités d'adaptation et de résilience, nul n'est irremplaçable. La limitation de certains droits. Restriction du droit de retrait aux militaires exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Réduction permanente ou sur ordre des libertés de circulation et de résidence. Cinquième valeur, la neutralité. Elle s'incarne notamment dans le devoir de réserve qui conduit à ce que les croyances philosophiques, religieuses et politiques ne relèvent que de l'aspect privé et ne puissent être exprimées qu'hors service et avec réserve, art. L 41212. Cette neutralité en service est également liée à la notion civile de laïcité qui confine à l'espace privé, le monde des croyances. C'est également dans le cadre de cette neutralité qu'une adhésion à un parti politique est interdite et que le militaire ne jouit ni du droit de grève, ni du droit de coalition, syndicat, art. L 41214. En somme, abnégation, éthique forte, devoir d'obéissance, disponibilité et neutralité sont à mes yeux 5 valeurs identitaires fortement cohésives de l'armée de terre qui entre 2015 et 2017, soit en 3 ans, a recruté près de 45 000 jeunes. Ces 5 valeurs sont aussi, il faut le reconnaître, un atout pour la consolidation de l'édifice national. Il est donc compréhensible que l'armée de terre puisse être attendue dans ce compartiment. Exemplarité, témoignage, partenariat ou parrainage, devoir de mémoire, etc. Pour autant, cela ne peut se faire qu'en veillant à la préservation de ces mêmes valeurs, lesquelles se nourrissent d'un quotidien tourné vers l'opérationnel. 2. Les valeurs à faire vivre et à préserver. La réalité et la pérennité de ces 5 valeurs identitaires tiennent également à 5 facteurs endogènes. Premier facteur, en tout temps un encadrement visant l'excellence. Sélectionné, formé et commandé, cet encadrement de contact doit décliner une exigence forte mais atteignable, mettre en œuvre une réelle exemplarité du comportement et décliner un style de commandement centré sur l'homme. Deuxième facteur, une formation militaire de qualité. Cette formation, que l'on peut parfois nommer même éducation, est aussi bien intellectuelle que physique ou éthique ou encore technique ou historique. Quel que soit le domaine considéré, la formation est toujours tournée vers l'opérationnel. Troisième facteur, un entraînement exigeant et réaliste. Il est le préalable incontournable à l'engagement. Il forge le caractère et développe la confiance individuelle comme collective, au travers d'une prise de risque maîtrisée. Quatrième facteur, l'engagement en opération. Il est intrinsèquement la finalité et la raison d'être de l'armée de terre. Creuset de l'esprit combatif, il permet de capitaliser l'expérience qui fait les troupes professionnelles. Cinquième facteur, l'esprit de corps. Il représente la primauté du collectif sur l'individuel et il se cristallise autour d'une identité quasi charnelle, le régiment. Il est la pierre angulaire de l'armée de terre, profondément enraciné dans la mémoire collective de nos concitoyens avec poids de la notion de garnison. Il offre une réponse à la déstructuration de la société et à la perte de repères d'une partie de la jeunesse. Une famille incarnée par l'armée de terre, par l'arme d'appartenance, par le régiment. Une histoire symbolisée par les traditions et le patrimoine militaire. Une identité représentée également par le drapeau ou l'étendard de l'unité. Préserver cette identité dépend également d'autres facteurs exogènes, face auxquels la vigilance est de mise. Il faut dans nos rangs combattre le sentiment dangereux du manque de reconnaissance de la nation. Il s'agit également de donner du sens à toute action, pour éviter la dévalorisation de la mission.
D'un point de vue collectif, il faut veiller à ne pas céder à la banalisation du métier militaire et à la remise en cause du statut général des militaires. Enfin et surtout, il s'agit pour chaque entité de l'armée de terre de lutter contre l'individualisme sociétal. Le collectif doit continuer de primer sur l'individuel. Ainsi l'armée de terre, forte de ses valeurs cohésives, offre-t-elle un projet de société auquel la jeunesse peut s'identifier. Ce projet est centré sur l'appartenance à une collectivité dans laquelle se vit au quotidien une fraternité qui dépasse les croyances, les opinions et les origines. Cette collectivité reconnaît les expériences acquises et les mérites et offre aujourd'hui encore, par l'effort, un escalier social au personnel voulant s'en donner la peine. Lecture à titre d'illustration, je me rends sur les bivouacs tchadiens. J'aime aller voir mes hommes au moment de pause comme les « diners ». Il est facile de commander en exigeant, en poussant au cul, tout en étant une locomotive. Ma conception du chef est qu'il s'impose comme chef, non seulement car il a la connaissance notamment tactique, le savoir-faire, et qu'il guide le groupe, le pouvoir, mais également et surtout parce qu'il connaît ses hommes, qu'il s'y intéresse et même si je suis convaincu que ce verbe peut prêter à sourire sous la plume d'un militaire parce qu'il les aime. Car les hommes qui servent, qui ont choisi le métier des armes sont mus par un très large éventail de motivations. Ils possèdent tous un mix différent de qualités, et ont des situations familiales parfois très antagonistes. Malgré l'uniformité de façade à laquelle peut conduire son uniforme, chaque soldat est uni. Il l'est en effet dans sa personnalité, dans son parcours, dans ses attentes, dans son potentiel et dans ses motivations. Chaque trajectoire mérite d'être respectée, d'autant que ce soldat est là, au milieu de ce nulle part, à risquer tout autant que moi sa vie. Chaque trajectoire est donc respectable et intéressante. J'aime comprendre ce que chaque homme a en lui et ce qui le fait marcher et avancer. Le pognon, l'aventure, l'idéal, l'ego, la vocation, la volonté de démontrer à son père ou ses proches qu'il est quelqu'un, qu'il est capable, qu'il est un homme. Suis-je anthropophile ou sociologue ? Sûrement un peu des deux. Je crois que c'est surtout ma façon, d'une part de respecter et de considérer mes garçons et d'autre part un biais pour les motiver et répondre à leurs attentes. Je reste persuadé que l'art du commandement est de permettre à chaque homme d'exprimer 100% de ses capacités et de l'aider à les mettre au service du groupe. D'aucuns appellent cela du management. Pour moi, attendu que le futur du garçon est pris en compte, que sa vie personnelle et familiale fait l'objet également d'une considération et qu'en opération, sa vie peut être mise en jeu comme c'est le cas des 146 hommes avec moi ce soir, je considère cela comme du commandement. Sans naïveté mais avec l'expérience de 11 années en régiment, je suis convaincu que chaque soldat a des qualités en lui, même s'il est sans diplôme, même s'il a fui une école où il a additionné les échecs. Il s'agit pour nous, de le remettre sur une spirale de réussite, de valoriser ce qu'il sait faire et ce qu'il réussit en apprenant différemment que sur une chaise scolaire. L'institution militaire est, pour la grande majorité des 10 000 jeunes qui chaque année la rejoignent, une école de la seconde chance et une vraie école de vie. Nous récupérons bien souvent ceux que l'école n'a pas su orienter au bon moment, n'a pas su écouter et motiver à leur juste niveau. Effet de masse ? Culte de la filière générale ? Les jeunes engagés que je vois à leur arrivée sont parfois des égarés, souvent des très jeunes hommes en décalage avec le monde du travail assurément, avec notre société parfois. Nous les mettons 3 mois dans une section avec un encadrement tout entier tourné vers eux. Nous les instruisons progressivement de façon pratique plus que théorique, en valorisant leur réussite. Il s'agit bien sûr de les former comme soldats mais aussi implicitement de les reconstruire comme hommes ou citoyens. Rigueur, respect, hygiène, vie en collectivité. En cela, l'armée est un rouage essentiel de notre nation et de son vivre ensemble. Il reste, j'en suis sûr, trop mal connu et trop mal reconnu. En sortie, chaque année, environ 100 jeunes quittent le régiment, ayant fini leur contrat. En tant que chef de corps, je reçois chacun d'entre eux en entretien individuel avec 3 questions. Pourquoi pars-tu ? Quel est le bilan de tes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.